Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Ecophyto, est-ce un échec? C'est la question que je vais poser à mes différents invités, en particulier Stéphanie Pajot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éleveuse de vaches laitières dans le 44, la Loire-Atlantique, et surtout secrétaire nationale de la Fédération nationale d'agriculteurs biologiques, la FNAB, c'est bien voilà. ça. À vos côtés, Xavier Mété, bonjour, coordinateur de la FNE Pays de Loire. Exactement, bonjour à tous. Bonjour. Philippe Noyau, vous êtes agriculteur dans le Loir-et-Cher, à Nouret très précisément, et puis président de la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire. Merci d'être parmi nous. Et juste à ma gauche, Bruno Barane, président de l'UIPP. L'UIPP, c'est quoi? L'UIPP, c'est l'Union nationale des producteurs de produits phytosanitaires. Bon, alors justement, on va en parler des produits phytosanitaires, puisque le 7 janvier dernier, il y a eu une réunion d'un comité d'orientation stratégique et de suivi du plan de réduction à Ecophyto. Effectivement, Ecophyto vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. 2008, la première année de ce plan. Et le chiffre qui est sorti, c'est que si on compare le bilan 2018 par rapport au bilan 2017, on avait une augmentation de 21% des substances actives vendues. Ah, visiblement, ça ne fait pas chuter vos ventes. Donc merci Jean-Paul Hébrard de me donner l'occasion de commenter ces données. Moi je voudrais dire que depuis 1999 jusqu'en 2018, le tonnage de produits vendus en France est passé de 120 000 tonnes à 68 000 tonnes, c'est-à-dire une régression très forte de plus de 40%. Et si j'exclus le soufre et le cuivre, nous sommes passés de 92 000 tonnes à 50 000 tonnes, soit 46%. Voilà. Et ce qu'il faut quand même noter, c'est que dans l'activité agricole, évidemment, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors pour expliquer un petit peu le chiffre de 18, c'est vrai que dans l'année précédente, il y a eu des achats qui ont été un peu déclenchés par la RPD, donc la taxe de redevance pour pollution diffuse, et puis un peu plus de pression maladie qui explique ce chiffre, ce rebond. Xavier Mété, échec ou pas, votre avis? Alors l'avis des ONG, c'est que c'est un échec. Effectivement, 10 ans pour arriver à un score qui n'est pas au résultat espéré. 10 années d'efforts des agriculteurs qui ont commencé effectivement à changer leurs pratiques, mais pas suffisamment assez rapidement. Moi, je ne connais pas un seul agriculteur qui ne s'est pas posé la question pourquoi il utilisait un produit, un pesticide, mais les résultats attendus par la société n'est pas là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la société se pose des questions sur la santé, sur aussi la biodiversité, l'impact de ces produits sur la biodiversité. Et donc, il aurait fallu faire un effort supplémentaire. Il faut agir beaucoup plus rapidement aujourd'hui pour sortir certains produits qui sont dangereux pour la santé et des agriculteurs et des riverains. Je pense aux produits cancérigènes en particulier. Du côté des bio? Mais du côté des bio, nous, c'est plutôt une réussite de développement de l'agriculture biologique. Et je pense qu'on a beau développer de façon massive l'agriculture biologique, on n'arrive pas à contrer l'usage de plus en plus massif des produits phyto en face. Donc nous, Ecophyto, pour nous, c'est malheureusement un échec. C'est un gaspillage fondamental d'argent public. Pour nous, il faut vraiment miser sur l'accompagnement de la transition agricole et donc la conversion vers l'agriculture biologique pour se passer complètement des produits chimiques de synthèse. Et le regard des chambres d'agriculture? Pour moi, c'est une réussite parce que la première mission d'Ecophyto, c'était de produire des références, d'animer des groupes pionniers. Donc là, on arrive à des résultats énormes. Par exemple, en maraîchage, on est autour de 50% de réduction d'utilisation de produits phytosanitaires, y compris des produits de biocontrôle qui sont en partie comptés dedans. Donc c'est vraiment une réussite. Maintenant, c'est le déploiement qui pose problème. C'est-à-dire que maintenant, ces références-là, il faut aller les apporter, les divulguer auprès des agriculteurs sur le terrain. Et là, il nous reste cette mission-là à réaliser. J'ai fait un tour de table, maintenant c'est le débat, mais comment on arrive en France à ne pas se mettre d'accord déjà sur des chiffres aussi simples? C'est très simple, il y en a qui parlent de quantité, il y en a qui parlent de dangerosité, de molécules, etc. On peut parler de quantité, mais quand on utilise une molécule qui est plus petite mais plus dangereuse pour l'environnement et la santé, on a beau diminuer les quantités, la nocivité augmente, donc on peut en parler pendant des heures. Ce qu'il faut vraiment réussir, c'est le changement de pratique, c'est le passage à un autre type de système agricole, c'est passer à l'agroécologie, passer au bio, et il faut absolument que le pouvoir public français soutienne dans la future PAC un changement de politique agricole pour renvoyer effectivement les moyens financiers de la PAC vers ces changements de pratiques, soutenir la bio, etc. Si vous permettez que je rebondisse ici, en ce qui concerne en tout cas les molécules qui ont
les profils peut-être les plus préoccupants. C'est pareil, il y a des indicateurs. Ces indicateurs démontrent très clairement que dans les dernières années, en tout cas en 2018, il ne reste plus que 6% de molécules préoccupantes. Concernant la préoccupation du bio, c'est également des choses qui se mesurent. En tout cas au niveau de l'industrie, aujourd'hui, nous vendons pratiquement un quart de nos volumes sont des produits de biocontrôle. Ce qui préoccupe les chambres d'agriculture, c'est de protéger la plante, donc pour produire du volume en quantité. Donc c'est bien de protéger, d'aller vers des changements de système, des changements de pratiques, avec plus de cultures dans notre rotation, on appelle, c'est l'agriculture aussi bien d'automne que de printemps, pour justement limiter les problèmes de maladies et d'insectes, ce qui fait qu'il y aura un autocontrôle et chacun va manger l'autre. C'est retrouver l'équilibre de la nature. Donc c'est de l'observation, c'est regarder ce qui s'y passe, c'est d'utiliser des produits biocontrôle. On attend des produits biocontrôle qui soient efficaces et abordables au niveau du prix. Alors c'est pas tout le temps ça, donc on attend vraiment beaucoup de l'IBMA, donc qui est l'association de tous les producteurs de biocontrôle dont vous faites partie, et on a vraiment une grosse attente, nous agriculteurs, pour justement limiter, parce que l'agriculteur se lève le matin en disant j'ai utilisé des produits de synthèse en masse qui serviront à rien et qui vont détruire la nature et la biodiversité, alors qu'on en a besoin pour produire. Et un bio peut utiliser du biocontrôle? Alors nous, ce qu'on recherche effectivement, c'est de travailler beaucoup plus en préventif qu'en curatif. Donc c'est comprendre tout l'équilibre, l'écosystème global de la ferme pour anticiper tous les problèmes de maladies et d'attaques de ravageurs. Et donc je pense que nous, ce qu'on ne recherche pas, on ne recherche pas la quantité, on recherche la qualité. Et je pense que aujourd'hui, le consommateur, il est complètement intéressé par cette thématique. Et on voit bien sur l'explosion du marché de l'agriculture biologique, les consommateurs et consommatrices, eux, ils veulent de la qualité et ils veulent préserver leur santé. Et donc, c'est pour ça que l'agriculture biologique aujourd'hui en France explose. C'est pour ça qu'il faut des moyens conséquents pour favoriser le développement de l'agriculture biologique. Mais malheureusement, le gouvernement ne va pas assez loin et ne donne pas assez d'orientation claire sur l'agriculture biologique. Il avait des ambitions fortes, c'était de passer de 7 à 15% de surface agricole utile en bio. Mais malheureusement, aujourd'hui, il ne se donne pas les moyens financiers. Et il ne vous donne même pas l'argent qu'il vous doit? Non, oui, ça, il y a toujours eu la thématique du non-versement des aides pour ceux qui ont le courage de passer en bio, parce qu'il faut le dire que c'est courageux pour tous les agriculteurs et agricultrices qui sont parfois en situation difficile en conventionnel et en passant en bio espèrent s'en sortir. Stéphanie, je serais vous, j'irais dans les allées, je serais inquiet. Pourquoi? Je vois partout des labels. Avant, il y avait le bio, tout le monde connaissait le bio. Aujourd'hui, chaque marque de la GMS, chaque enseigne a son label. Ça ne vous inquiète pas? Disons qu'effectivement, il y a beaucoup de promesses pour le consommateur, mais je ne pense pas que le consommateur et les consommatrices soient complètement dupes de ce qu'on leur propose. Et je pense qu'il faut qu'on avance collectivement pour effectivement aller sur quelque chose de plus global et cohérent. Xavier Mété. Au-delà des consommateurs, il faut aussi penser aux riverains qui se posent des questions et comme n'importe quel citoyen s'inquiète pour sa santé aujourd'hui. Et effectivement, je pense qu'il faut amener plus de transparence, plus de dialogue avec le monde agricole. Il faut qu'à l'échelle des communes, des villages, on remet du dialogue entre voisins, entre un exploitant agricole, un paysan et son voisin, pour qu'ils sachent si je traite, pourquoi je traite, quels produits je mets. Avoir une acculturation aussi, une nouvelle acculturation. Les agriculteurs sont chez eux sur les terres agricoles, mais ont des voisins et doivent respecter leurs voisins et leur faire comprendre que s'ils utilisent des produits, c'est tel type de produit, est-ce qu'il est dangereux, est-ce qu'il n'est pas dangereux, pour remettre effectivement une meilleure compréhension et pour accélérer. Aujourd'hui, tout à l'heure, le représentant de la Chambre d'agriculture parlait effectivement des 4% d'agriculteurs qui étaient lancés dans des fermes défis, dans l'expérimentation éco-phyto, qui avaient obtenu des résultats. C'est que sont que 4% des agriculteurs en France. Et comment on touche les 96 autres d'agriculteurs pour qu'ils se mettent en œuvre. Et ça, c'est ce qu'il faut accélérer dans les années à venir. Si les agriculteurs ne le font pas, la déception sociétale sera là, la cristallisation des acteurs sera encore plus forte et on n'arrivera pas à avancer. Philippe va vous répondre. C'est bien le travail des chambres d'agriculture. Donc il y a des départements qui ont commencé d'animer des réunions publiques entre les citoyens et les agriculteurs. Et ça se passe bien. Moi, je connais un département qui est l'Eure-et-Loire où ça se passe bien. Donc là, on va inciter tous les départements et tous les présidents de chambres d'agriculture à aller sur le terrain et de communiquer avec le citoyen. On n'a pas à avoir peur. Moi, personnellement, j'ouvre ma ferme une fois par an au moment des portes ouvertes, bienvenue à la ferme. Je reçois 400 personnes avec mon frère et mon épouse dans la journée. Et ça, alors, on n'est pas en bio, mais on explique tout ce qu'on fait, le fonctionnement du sol, ce qui se passe, les petits animaux qu'il y a sous le sol, etc. Et j'en reviens tout à l'heure à la question. Moi, je me bats pour le bas carbone. Il faut absolument, au lieu d'avoir l'approche phyto, d'avoir l'approche bas carbone.
Donc de regarder l'ensemble de l'exploitation, comment elle fonctionne, et de fonctionner aussi avec les commerciaux et ceux qui vont transformer nos produits agroalimentaires. Bon, une partie iront en vente directe, mais après, là, il y a une grosse partie, au moins 80%, qui ira à la transformation. Donc il y a un gros travail à faire avec les agro-industriels. Alors c'est pas forcément un gros mot, mais on a besoin qui seront aussi distributeurs et qui afficheront, qui en fait, ils sont cohérents aussi sur le bas carbone, parce qu'on a besoin vraiment de travailler sur ce sujet-là. Sur le bas carbone, c'est aussi donc mettre moins de produits chimiques. Hein. Les engrais chimiques et les pesticides en font partie aussi. Et donc c'est un vrai travail du sol, un vrai retour à l'agroécologie. Et les techniques développées par le bio depuis des années doivent inspirer l'ensemble des agriculteurs. Tout à l'heure, vous citiez le cuivre. Aujourd'hui, les agriculteurs en conventionnel utilisent de plus en plus de cuivre. Et donc effectivement, pour se passer de produits chimiques de synthèse, ils utilisent plus de cuivre. Donc on a qui est pondérant hein, dans le volume des produits phytosanitaires. Mais voilà, on a des pratiques qui sont développées par les bio, qui doivent être utilisées, et on n'a pas besoin d'années supplémentaires pour faire des études et avoir de la recherche et développement. Ça existe, il faut passer à l'acte. Enfin, le cuivre pose problème. Attention, il ne faut pas utiliser des doses trop fortes en cuivre parce que c'est un métal lourd et qui se stocke dans le sol. Donc faut l'employer avec parcimonie. Mais ne mettez pas toujours le cuivre égal bio. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des agriculteurs qui utilisent du cuivre. Et comme l'agriculture conventionnelle s'y met, les volumes explosent. Oui. Bruno Barane. Surtout en soufre. Je ne vais pas rester sur le cuivre et l'utilisation conventionnelle qui pour moi n'est pas forcément importante, mais je voudrais revenir sur trois points évoqués. Le premier, c'est l'économique. Pour moi, quand il y a transition ou transformation, un des critères pour l'industrie, c'est non seulement d'apporter la performance sociale, environnementale, mais aussi économique dans les exploitations. Il n'y a pas de transformation possible si effectivement l'exploitant, lorsqu'on lui porte une offre nouvelle technique, puisse tirer un revenu décent de son travail. C'est la première dimension. La dimension aussi agronomique, aujourd'hui, c'est 7 nouveaux agresseurs par an. Que ce soit des maladies ou des prédateurs. Le dernier, c'est le virus de la tomate. Et donc, peut-être, c'est un défaut de l'industrie. On n'a jamais dit et redit que nos produits sont utiles. Et le troisième point, vous avez parlé des riverains et des questions légitimes qu'on peut se poser. Peut-être aussi, on n'a pas assez expliqué collectivement ce qu'il y a dans une AMM. Parce que dans une AMM, les simulations effectivement de proximité avec les riverains sont prises en compte. Il y a par exemple des modélisations où on prend en considération un enfant qui va jouer sur une prairie alors qu'un agriculteur est passé avec un traitement quelques heures avant. Tout ça, ça a été modélisé, ça n'a jamais été expliqué. Donc évidemment, ça crée une zone de flou et peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus didactique. Il nous reste 4 minutes, on rentre dans le Money Time. Stéphanie Pajot, on ne vous a pas beaucoup entendu. On vous écoute. Mais en fait, aujourd'hui, moi je pense que le débat sur les phytos, il est dépassé. Les citoyens vont beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent aller sur une agriculture respectueuse de leur santé, respectueuse de l'environnement, qui rémunère ses producteurs et ses productrices. Et aujourd'hui, je pense que le combat de l'usage des phytos, il est perdu d'avance. Il faut qu'on passe à la construction du monde d'après. Le monde d'après, il est sans produits chimiques de synthèse. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver un équilibre global de l'écosystème, des fermes, des territoires. Aujourd'hui, moi, j'ai pas peur des nouveaux ravageurs parce qu'en fait, si on a un équilibre global sur les fermes, les micro-organismes du sol, la biodiversité, les oiseaux, les abeilles qui vont être là, elles vont contribuer à nous aider, en fait. Et ça, on l'a complètement oublié. On considère qu'en fait, s'il y a une maladie, on détruit. Et en fait, en bio, c'est exactement l'inverse. C'est comprendre la vie et la respecter pour avancer ensemble. Et donc, moi, je crois que le citoyen, la citoyenne, aujourd'hui, il a parfaitement compris ça. Et l'agriculteur et les agricultrices, demain, il faut qu'ils avancent là-dessus. Xavier Mété. Et une partie des agriculteurs avancent déjà sur ce sujet-là. Nous, on travaille et on accompagne des viticulteurs, des arboriculteurs en Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire, sur ce sujet-là, remettre des éléments de biodiversité sur leur exploitation, des mares, des zones humides, des haies, etc., pour accueillir des auxiliaires de culture, pour permettre de lutter naturellement contre les pressions et les ravageurs. Et ça fonctionne. Et l'agriculteur en ressort joyeux, on va dire content, il est fier de son travail, il est fier de son paysage, il est fier de son exploitation agricole. Et effectivement, les voisins sont contents, là, l'environnement est satisfait et on avance. Mais c'est un changement radical, comme disait ma voisine, effectivement, sur le modèle agricole. Et la question des phytos n'est qu'une petite partie du sujet complexe du changement du modèle agricole de demain. Très court, si vous voulez intervenir pour finir. Juste moi, donc c'est une vision globale d'entreprise. C'est de protéger en même temps le sol, l'air. Et donc on a besoin
pour certains cas, on a besoin des phytos pour protéger le sol. Et donc, ce qui fait que nous, on ne veut pas isoler le bio du conventionnel. Donc, il y a bien à chaque fois, on travaille sur le bio. Là, au niveau des chambres, on accompagne, de plus en plus, on va accompagner des conversions en agriculture biologique. Mais les agriculteurs en bio restent dans les groupes de développement conventionnels. Et il y a un partage permanent qui est fait entre les bio et les conventionnels. Surtout pas d'isolement entre les deux et que ça ne fasse pas deux clans. Surtout qu'il faut que vous accélériez les boyaux, parce qu'il y a des réglementations, restauration collective qui vont dans le sens de fournir 20% d'agriculteurs bio. Et souvent, moi, quand je rencontre des personnes de la resto collective, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en France, on n'est pas prêt. Ben, en France, on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas suffisamment développé l'agriculture biologique. Mais je pense que d'un côté, on disait oui, mais on ne peut pas développer la bio, il n'y a pas le marché. Maintenant, il y a le marché, mais on n'est pas prêt. À un moment donné, il faut avancer, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour nous, la restauration collective, le lien avec les enfants, avec les citoyens, pour qu'ils comprennent ce que c'est que leur alimentation. Et effectivement, c'est une vraie opportunité de développement. C'est le marché qui tire. C'est un peu la thématique qu'on a beaucoup entendue en agriculture. Il n'y a pas de marché, il ne faut pas développer la bio. Aujourd'hui, le marché explose. Allons-y, quoi. N'hésitons plus. Bruno Baran. Juste peut-être aussi pour terminer, en tout cas l'industrie elle est déterminée à servir toutes les formes d'agriculture, c'est déjà le cas aujourd'hui, et particulièrement en utilisant toutes les combinaisons possibles entre les technologies disponibles, que ce soit les phytoconventionnels, le biocontrôle, les semences, l'agriculture de précision, le digital et toutes les autres technologies qui seront disponibles. Il y a quelque chose de fort dans ce débat, c'est avec Xavier Betté notamment, vous avez conscience qu'il faut aller avec les agriculteurs, il faut discuter. Oui, On oui, finira c'est là-dessus. indispensable parce que ce sont les acteurs du territoire, du monde agricole, ce sont les agriculteurs. Donc on aura beau leur tomber dessus, leur donner des exigences, etc. Non, il faut aussi que nos politiques se mouillent. Il faut que nos politiques donnent une vision à long terme de ce que doit être le modèle agricole demain pour rassurer les agriculteurs et les emmener sur une dynamique de changement. Stéphanie Pajot, Xavier Betté, Philippe Noyau, Bruno Baran, merci beaucoup d'être venus ici débattre de cette question. Écophyto, est-ce un échec ? Merci.